Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de démonstration du système d'exploitation Mantrix édition Red Server. Avant de commencer, nous allons vous informer en quelques mots du projet en cours. Mantrix est un système virtuel conçu en visualbasic.net sous Software Zator 2012 professionnel de Villars Software, logiciel créé par Étienne Baudou. Sachez aussi que Mantrix est en phase bêta et représente plus de 2000 heures de développement. Mantrix sera conçu en 3 versions. Une version virtuelle, fonctionnement uniquement sous Windows, de XP à 8, semi-native, utilisant uniquement le kernel NT 5.2 de Microsoft suite au projet WRK, et enfin native, sous le kernel CPC-DOS créé par Sébastien Favier, dont la collaboration est essentielle pour y arriver. Mantrix sera également redéveloppé en C++ natif le moment venu. Nous avons déjà commencé. Pour commencer ensemble la présentation du système, nous allons détailler les fonctions déjà au point avant de poursuivre sur la seconde partie de cette vidéo qui sera le premier essai officiel du système sous le kernel CPC-DOS. Dans cette première partie, nous allons détailler ensemble le système d'exploitation Mantrix édition Red Server. Alors, il faut savoir que c'est sous forme d'un fichier, la version virtuelle qui est exécutable sous Windows de Microsoft .exe en version x86 et x64. Pour le moment, nous n'avons pas réussi simplement à développer sur plateforme quand il sera natif, donc en 64 bits. Donc, de toute façon, lorsqu'il sera natif sous le kernel CPC-DOS, ça sera une version 32 bits. Nous avons également le fichier de mise à jour mtxear.ers.maj qui doit être là, en fait simplement ça fait un basculement lorsqu'on aura la mise à jour, on détaillera ça dans la suite de cette présentation. Nous allons pour l'instant détailler l'intérieur du dossier système. Vous avez tous les sous-dossiers qui sont analysés, cryptés, etc. en fonction des fichiers qu'ils contiennent à chaque démarrage de l'OS. S'il manque un seul sous-dossier ou justement le dossier principal système, l'OS ne pourra pas démarrer. Donc nous avons le dossier ADA qui contiendra dans le futur des scripts ADA, ce qu'on appelle des scripts forts, utilisés par certaines grosses sociétés comme, je vais dire peut-être une bêtise, mais je suis pas sûr, genre par exemple la NASA, on sait je crois qu'ils utilisent des scripts ADA. Ce sont des scripts forts qui permettent de faire des calculs extrêmement complexes. Nous détaillerons ça plus tard parce que pour l'instant c'est uniquement en projet. Nous avons donc le sous-dossier application pour les applications internes et externes. Il sera possible de les télécharger dans l'avenir directement via un serveur FTP officiel. Nous avons également le dossier dev. Donc le dossier dev contiendra absolument tout ce qui concerne le kernel. Il faut savoir que Mantrix, en mode virtuel uniquement, est basé sous le kernel Mandrevcore, conçu par nous également. Ce kernel tout simplement sert à faire le lien entre les fichiers, leurs extensions, pour être reconnus dans Mantrix et être ouverts avec les logiciels propres à l'OS. C'est ce qu'on appelle des liens symboliques, nous rentrerons un peu plus tard dans le sujet. Nous avons également les fichiers de version, lisibles sous n'importe quel bloc-notes, avec la version de la mise à jour actuelle. Donc ça c'est un fichier également qui servira pour faire des mises à jour. Si les deux sont les mêmes, évidemment les mises à jour sont effectuées. Nous avons également un fichier d'intrusion. Alors là, nous ne détaillerons pas comment il fonctionne, mais en gros, sachez ceci, c'est que dans Mantrix, absolument tout est protégé. Ce qui signifie que si un utilisateur essaye de contourner une sécurité pour créer un compte, par exemple administrateur, alors qu'il n'a pas les droits de créer ce compte administrateur, l'accès lui sera refusé, et non seulement il est refusé, mais en plus, Mantrix l'enregistre dans un rapport d'intrusion, lisible évidemment dans l'OS, qui permet, par exemple ici on a une utilisatrice Sophie, qui a tenté la création d'un compte utilisateur alors que celui-ci ne dispose que du droit d'élévation suivant 2. Alors, pour expliquer les droits d'élévation, dans Mantrix il y en a 3. Il y a l'élévation 1, c'est égal à un utilisateur classique. L'élévation 2 pour les modérateurs, avec certains accès, on va dire, un petit peu supérieurs qu'aux utilisateurs classiques. Et nous avons l'élévation 3, administrateur total du système et de l'ordinateur.
Nous avons également un fichier de certification, donc ça c'est tout ce qui va gérer en fait les certificats du web ou les certificats internes, complètement, mais alors complètement différents de Windows ou Linux ou n'importe quel autre système d'exploitation. Nous avons également un fichier d'archives qui représente en fait les accès qui ont été dernièrement utilisés. Donc dans certificat, nous avons le certificat d'échange d'informations classique. Dans EL, donc lié au testeur kernel, c'est là où on va en venir, en fait on va détailler ça. Ça permet de tester en fait simplement les liens entre donc les fichiers et leur extension. Par exemple, hop, on ouvre L, nous avons ici toutes les extensions reconnues par l'OS Mantrix. Alors, pour un truc tout simple, prenons l'extension par exemple TXT, le temps que je le retrouve, ou .text aussi. Bon, partons sur du .text. Le .text, par exemple, est lisible. Quand on l'ouvre, on voit marqué texte. Alors tout ça après c'est fait dans Mantrix. Donc le texte ici correspond à un fichier EL. On descend tout en bas. On va chercher text.el. Le voilà. Et voilà, ce code-là, donc dièse textedit, correspond en fait à une application interne dans Mantrix. Ce qui signifie que dans Mantrix, si vous éditez le fichier texte.l et que vous mettez un autre lien, par exemple en petit essai, vous mettez ouais, c'est mtx kernel, donc ça c'est là où il sera après, par exemple donc système appli, une appli interne par exemple, qui s'appellerait texteditor.exe. Du coup, Mantrix, au lieu d'ouvrir dans son programme interne, va l'ouvrir à l'aide de cette application, tout simplement. Donc voilà, nous avons la même chose donc pour le web, les vidéos, le temps, le terminal, shell, script, processus, fichier privé, lecture de PDF, patch Java, pour les fichiers ISO, les images, évidemment, pas mal de trucs, les archives, les applications. Alors, évidemment, nous avons un fichier init. Alors, ce fichier init, int simplement, il ne comporte pas un dièse avant ou un lien vers une application, mais un dollar. Ça signifie que ce sont des extensions lisibles mais non reconnues. Donc en fait, dans Mantrix, ce int, si il voit int en tout cas, donc $int, il va demander à l'utilisateur avec quoi, avec quelle application interne ou externe voulez-vous ouvrir le fichier que vous essayez d'ouvrir. En gros, c'est ça, tout simplement. De la même chose que, par exemple, sous Windows, quand on ouvre ça, on peut faire sélectionner un programme dans la liste des programmes installés. Voilà. En gros, ça fait exactement la même chose. IPC contient absolument toute la liste des processus en cours sous la forme de texte qui peut donner des ordres futurs au kernel CPC-DOS. Le kernel. Nous avons quelques fichiers liés au kernel. PLC, qui contient certaines polices d'écriture pour l'OS qui ne sont pas forcément compatibles avec Windows. Ça on reviendra plus tard dessus. Et nous avons RAS pour, ça c'est une DLL, pour l'explorateur de fichiers. Donc voilà. Nous avons également le sous-dossier etc, qui contient les liens symboliques, l'architecture et le kernel, en tout cas tout ce qui fait le pont. Nous avons également l'inbox, alors ça c'est encore en projet donc je n'en parlerai pas. C'est pour l'instant entre guillemets confidentiel. Nous avons donc la langue qui contient absolument toutes les traductions en fait. Donc l'OS est en français, mais on pourra dans l'avenir changer les langues à l'aide de tous ces fichiers. Chaque fichier correspond à un changement de langue, ici l'anglais, dans l'OS. Nous avons lostname, donc le nom d'ordinateur. Nous avons le fichier d'initialisation lors de l'ouverture de la session. Nous avons également la configuration IP en cours.
Donc ça c'est une IP locale propre à l'OS. Nous avons donc le fichier lang. Donc lang.m, là c'est un fichier en fait qui pointe, si on voit fr, si l'OS voit fr, il va chercher simplement dans lang patch fr. Évidemment, fr ne sert à rien puisque l'OS est déjà en français. C'est pour vous dire. Ça veut dire également que vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est-à-dire que ici, si vous faites une langue étrange, inconnue dans le système, par exemple OL, si vous enregistrez comme ça, il faudra créer un dossier patch-OL et dedans traduire l'OS simplement dans la langue que vous souhaitez. Et le fichier de résolution de nom, qui n'est pas encore au point. Par exemple, c'est 127.0.0.1 égale à localhost évidemment. Donc c'est une simple résolution de nom, la même chose que Lost qu'on peut trouver dans Windows. Pour l'instant, c'est encore en projet et c'est pas au point. Nous avons ensuite le sous-dossier Home contenant donc le dossier personnel des utilisateurs. Par exemple root, nous avons document, image, musique, settings, vidéo. Dans settings, nous avons tout ce qui est lié en fait à l'intérieur de l'OS, donc tous les paramétrages, tous les fonds d'écran, s'il y a des fonds d'écran, les thèmes, les messages, intercessions, bref, tout est stocké propre à l'utilisateur, les sessions sont indépendantes. Nous avons également le sous-dossier local qui contient donc le fichier de nouveau de vérification en fait des dossiers internes qui servent à l'OS. Et nous avons donc kernel patch, ça je reviendrai plus tard là-dessus parce que ces fichiers là en fait servent à créer un swap virtuel. On peut le créer si vous voulez tout de suite pour que je vous montre. Ce fichier swap permet simplement d'augmenter la mémoire virtuelle de l'OS en semi-natif. Évidemment, comme on va vous présenter pour l'instant la version virtuelle, ça ne va pas servir à grand chose. Donc voilà, le fichier est créé. swapmtx.sys, c'est un fichier de 100 mégaoctets, un fichier système qui servira pour la mémoire, tout simplement. Et nous avons aussi le sous-dossier script. Donc là, nous avons pas mal de scripts, dont honnêtement les deux seuls qui fonctionnent actuellement sont le chargeur, qui charge en fait tout simplement qu'est-ce qu'il faut charger en fait au démarrage de session. Et nous avons multi-user. Donc il faut savoir que Montrix dispose de deux interfaces. La première, c'est une connexion en tant que root normale. Root égale administrateur, c'est le dossier, le compte pardon, qu'on ne peut pas supprimer. Vous pouvez également autoriser l'autre interface, qui est une autre interface par défaut, en fait, elle est autorisée par défaut, qui permet de se connecter avec n'importe quel nom de compte et son mot de passe, et non en route. Ça permet en fait aux administrateurs d'accéder rapidement au système sans avoir à taper root puis le mot de passe. Ils auront juste le mot de passe à taper. Si je mets 0 à la place du 1, tout simplement, vous n'aurez plus accès à la session multi-utilisateur. Donc voilà. Et pour terminer, le sous-dossier user contenant donc les noms de compte. Donc par exemple, on retrouve root avec le mot de passe qui est toujours crypté. Quel que soit l'utilisateur, son mot de passe est crypté, n'est pas lisible. Il utilise également un cryptage interne en fait par rapport au projet, ce qui signifie que si quelqu'un d'autre avec SoftwareZator crée un projet pour décrypter un mot de passe contenu dans ses fichiers, il recevra une erreur, tout simplement. Disons qu'on a une clé interne à Montrix qui correspond au mot de passe. C'est d'office comme ça sous SoftwareZator. Nous avons également un fichier root-elevation.usrx contenant la valeur du compte. Donc son élévation. Comme je vous ai dit, 3 c'est pour administrateur. Modérateur est en niveau 2. Nous avons Sébastien qui est en niveau administrateur également. Et Sophie en utilisateur classique. Il faut savoir que si vous vous trompez 4 fois de mot de passe lorsque vous essayerez d'ouvrir votre session, le compte se bloque. Le 1 ou n'importe quel chiffre de 1 à 3 est remplacé par un 0. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus vous connecter. Le compte est verrouillé. Il peut être déverrouillé que par un administrateur. Alors vous allez me dire, il suffit d'arrêter Montrix, de repasser sous Windows et de modifier ça à la main. Sachez que le code sera crypté. Le 0 que vous verrez là sera un code différent et aléatoire, surtout, au niveau du cryptage, ce qui signifie qu'après il ne sera pas modifiable. Pour l'instant, on ne l'a pas modifié pour des raisons simples d'accès, enfin de facilité.
Donc voilà. Nous allons à présent lancer le système pour vous montrer son fonctionnement de A à Z. C'est parti, donc on le lance. Mantrix démarre. Ça, c'est l'interface d'office de chargement. Donc, nous avons ici la vérification et les calculs en cours. Voilà. Bienvenue dans le login user, l'écran de connexion des utilisateurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Mantrix a deux interfaces. Celle que vous voyez actuellement, là, c'est la première, c'est-à-dire pour se connecter direct en route, comme je vous ai expliqué, l'utilisateur n'aurait que le mot de passe à taper. Évidemment, vous avez une autre interface, autre utilisateur ici. Donc, si on clique dessus, on accède à la connexion multi-utilisateur de Mantrix. Et là, ce qui est la nouveauté dans le système en bêta, la version 1.2.1 450 et plus, c'est que nous avons une reconnaissance automatique par rapport à l'image du compte, parce que chaque utilisateur peut mettre sa propre image. Par exemple, route, voilà, l'image est automatiquement actualisée, tout simplement. Donc de toute façon, on va se connecter en route pour faire les essais. Donc avant de me connecter, juste pour vous dire, ici, nous avons le setup, donc en fait, la modification en fait des langues, tout simplement. Vous avez juste à cocher, vous faites OK, l'OS redémarre, terminé. Ouverture de la session. Donc dès que la session s'ouvre, tous les paramètres de l'utilisateur, son fond d'écran, ce qu'il a ouvert en onglet, etc., tout est réattribué dans la session et rechargé. Donc tout est sauvegardé dans le fameux fichier archive.dat que vous avez vu un moment, et ainsi que dans settings au niveau des utilisateurs. Les deux sont cryptés, il n'y a pas de souci là-dessus au niveau de la sécurité. Donc je vous présente la session de Mantrix. Nous allons faire d'abord un petit tour vite fait de l'interface de la session classique, et ensuite on entrera dans les détails avec ses fonctions. Premièrement, dans Mantrix, vous avez donc ici toute cette partie-là, donc l'intérieur, c'est là où sont stockées les fenêtres. Ça représente le bureau, l'équivalent de votre bureau sous Windows ou sous Linux d'ailleurs. De toute façon, dans n'importe quel système d'exploitation graphique, vous avez un bureau pour accueillir vos fenêtres. Donc voilà, en haut, vous avez l'Infinity Bar. L'Infinity Bar, c'est en gros toutes les fonctions nécessaires à Mantrix. Vous avez sur le côté l'Iris Bar, donc ici qui représente les icônes. Donc vous pouvez également en afficher ou en masquer. Chaque icône représente une fonction particulière. Vous avez l'explorateur de fichiers qui n'est pas terminé, donc je ne vais pas le montrer. Vous avez le terminal, un navigateur internet, le gestionnaire d'applications pour télécharger, comme je vous disais, qui est encore en cours de développement. Vous avez une messagerie interne, un lecteur de PDF, l'ouverture en fait pour charger des images d'appareils photo, encore en développement, et le lecteur AVI, ça c'est VLC Media Player qui sera ici, par cette fonction-là. Tout en bas, vous avez la Lightbar. La Lightbar, elle permet de faire quelques petits trucs. Déjà un renseignement sur vous. Là, comme vous voyez, c'est marqué, vous êtes connecté en tant qu'administrateur total du système. Et tout à droite, nous avons un icône. Si nous passons dessus, vous êtes connecté à Internet. Ce petit icône, le check vert, deviendra une croix rouge lorsque vous n'avez pas de connexion. Avec un clic droit sur la Lightbar, hop, vous pouvez accéder à plusieurs interfaces en cours de développement. L'interface Funny et l'interface Light-Up-Go. Donc, plus tard dans l'avenir, en cliquant ici, vous aurez accès à une nouvelle interface. Un petit peu comme sous... c'est pas de la copie, mais on va dire qu'on s'est inspiré de Windows 8 en vue du nouveau bouton démarrer, enfin les fonctions que ça ouvre, ce qu'on appelle les tuiles dans Windows 8. Donc ça sera, en tout cas, une des deux interfaces aura un petit peu ça, pour pas perdre les utilisateurs de Windows. Et l'autre interface ressemblera un petit peu plus à Linux, la Light Up Go, qui permettra d'afficher un petit peu les mêmes fonctions, les mêmes codes que Linux, simplement dans le but, en fait, si vous n'aimez pas l'interface même de Mantrix, vous pouvez très bien rebasculer donc sur Funny, qui ressemblera à Windows, et Light Up Go pour Linux. Vous avez également l'interface Todesk.
Donc là, c'est un changement en fait de l'interface propre à l'OS, propre à votre session. Si vous faites un bureau secondaire, ça c'est encore en étude, hein, pour l'instant c'est pas fonctionnel, vous allez pouvoir ouvrir une deuxième session comme la vôtre. Une deuxième qui servira en fait de bac à sable. Cette session, rien n'est sauvegardé. Cette session sert vraiment à faire que des tests. C'est la même chose que la vôtre, sauf que c'est du bac à sable, c'est-à-dire pour effectuer des tests. Vous avez un logiciel qui vous semble étrange, vous le basculez, vous le lancez en bureau secondaire. Si jamais ça plante, ça plantera qu'une session temporaire qui n'est pas sauvegardée. L'OS pourra toujours redémarrer. Et l'écran tertiaire, alors là c'est juste un peu spécial, c'est que sur votre session actuelle, l'iris bar, donc qui est ici, et la light up bar disparaîtra, tout simplement, pour laisser plus d'espace. Si vous cliquez sur bureau principal, vous revenez à votre interface actuelle. Passons maintenant au bureau en lui-même. Le bureau en lui-même, vous pouvez changer absolument tout ce qui est niveau apparence, y compris les thèmes et les couleurs. En faisant un clic droit, vous pouvez créer des raccourcis. Pour l'instant, Mantrix a banni l'utilisation des icônes. C'est ça l'originalité. Vous n'avez plus d'icônes à se balader sur votre interface. Ici, les raccourcis, ça sera en fait des petits raccourcis vers des programmes internes ou externes, ou ce que vous voulez d'ailleurs comme fichier, qui sera sur une barre ici. Vous aurez juste à passer votre souris là, hop, elle s'ouvrira, vous choisirez. Ça c'est encore à l'étude. Si ça c'est déjà pris par quelqu'un d'autre, on trouvera autre chose. Mais entre guillemets, c'est comme ça que fonctionnera les raccourcis. Vous pouvez également actualiser, ou Alt Espace, hein, les combinaisons de touches au niveau de votre clavier sont compatibles sous Mantrix. Le driver est installé, c'est complètement indépendant de SoftwareZator. Donc par exemple, je fais Alt Espace en ce moment même et j'actualise en continu mon bureau par exemple. Donc voilà. Nous avons l'apparence, donc ligne droit apparence. Et là, nous pouvons tout changer. Donc il faut savoir que dans Mantrix, oui je sais, il y a des fautes d'orthographe. Je suis officiellement nul en orthographe et comme c'est moi qui fais la plupart du design de l'OS, même si nous sommes plusieurs à bosser dessus, c'est moi qui écris la plupart des trucs, donc nous avons des grosses fautes d'orthographe qui seront corrigées avant la sortie bêta, je vous rassure, quand même. Donc, le fond d'écran, ce qui est bien avec le système Mantrix, c'est que nous avons été dans l'originalité, pardon. Donc, par exemple, ici, pour changer un fond d'écran, c'est tout bête, vous passez juste la souris dessus, sans cliquer, sans rien, et automatiquement vous avez un aperçu temps réel de ce que donne en fait le fond d'écran de votre choix. Si aucun des 5 vous intéresse, ce qui est forcément le cas, vous pouvez également choisir le vôtre, ce que j'ai fait avec le logo du jeu vidéo Dota 2 pour ceux qui connaissent, tout simplement. Vous avez également l'environnement, donc onglet environnement, ça va vous permettre de changer de thème. Donc tout ce qu'en fait vous voyez en interface grise, là, grise avec couleur orange, interface jaune, absolument tout, y compris l'iris bar, tout peut être changé au niveau de l'interface. C'est pas tout à fait au point encore, mais ça commence à l'être tout doucement. Donc dans System Username, par exemple donc dans votre compte, dans Settings, dans Thème, vous aurez des fichiers qui correspondent en fait au thème, tout simplement. Vous pourrez le désinstaller en cliquant sur supprimer et vous pourrez le voir pour voir un aperçu. L'onglet résolution d'écran, non actif et non visible simplement parce qu'on est en version virtuelle et que pour l'instant tout est géré par Windows et le .NET Framework 4.0. Alors si le .NET gère tout, il n'y a pas besoin de paramètres pour changer la résolution de l'écran pour l'instant. Ensuite, nous avons l'onglet écran de veille. Donc ça, c'est la nouveauté dans l'OS. L'écran de veille sert tout simplement, si vous ne touchez pas à votre souris pendant un certain délai, l'écran de veille devient actif. Donc pour vous montrer les écrans de veille, il ne faut pas compter sur de la 3D ou de la 2D. Hein. Ça a été développé au départ en C++, puis on a remis ça en VB.NET. En gros, on a galéré et ce n'est pas parfait. C'est peut-être même pour certains trucs moches. On se rapproche, on va dire, de Windows 95 au niveau des écrans de veille, mais c'est déjà un bon début. Donc pour l'activer, il suffit juste de cliquer là. Hop, c'est activé, c'est gardé en mémoire. Donc pour l'instant, sachez que vous ne pouvez pas l'activer dans la version laquelle je teste avec vous, simplement parce qu'on n'a pas fini de le développer. Mais vous pouvez tester les écrans de veille. Donc écran de veille planète Terre par exemple. Donc la planète que vous voyez. Chris Philo. Voilà.
Nous avons également carte mère. Les bulles. Ça c'est de la vidéo. Donc ça prend un peu plus de mémoire, hein, dépendant des écrans de veille. Cubix Color, tout simplement. Nous avons également Univers, le truc classique qu'on a réussi à redévelopper. Et pour finir, Pix of Pixel en loop, qui fait office en fait. On sait même pas officiellement nous-mêmes ce que ça représente, mais on a pu penser qu'il pouvait être bien. Pourquoi pas. Donc on l'a laissé pour l'instant. Il se peut qu'on le vire plus tard, ou qu'on en remette d'autres, mais plus on met, plus l'OS est lourd et plus ça va ramer. Donc voilà. Il faut savoir que Mantrix prend 200 mégaoctets de mémoire continue. Si vous faites énormément d'applications, si vous utilisez énormément euh, de fenêtres, d'applications, navigateur web, multimédia, une vidéo en même temps, vous pouvez monter facilement jusqu'à 1 gigaoctet de RAM utilisé en continu. Donc voilà pour l'apparence. Donc il faut savoir que vous avez sous forme, alors là c'est le shell qui prend, hein, c'est la même chose que Windows. Quand vous réduisez une fenêtre, double-cliquez dessus pour revenir, ça forme des, entre guillemets, des mini-icônes. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à la présentation de la fameuse Infinity Bar. Donc il faut savoir que l'Infinity Bar est très loin d'être terminé, mais comporte déjà pas mal de fonctionnalités. Donc il faut savoir que comme nous n'avons pas fini de développer l'explorateur de fichiers, on passe encore par l'explorateur basique qu'on trouve dans tous les éditeurs, que ce soit Visual Basic, Software Zator, donc VB.net, C#.net, C++, classique, bref, l'éditeur de Windows, l'explorateur fichier Windows, je veux dire. Donc nous avons par exemple... nous ouvrons par exemple une image, elle est automatiquement reconnue sous l'OS et elle l'ouvre avec un éditeur d'image. Donc ça aussi c'est la nouveauté. Pour l'instant, avec l'image viewer 1.0, vous ne pouvez pas ouvrir plus de une seule image à la fois. Elle est automatiquement rechargée, vous ne pouvez pas également zoomer, ça viendra avec le temps. La calculatrice est également en développement. Le terminal, nous allons en venir après. L'éditeur de texte. Donc, comme les autres pour l'instant, utilise l'explorateur de Windows, mais l'éditeur de texte est capable d'ouvrir n'importe quel fichier en fait, quel qu'il soit. Donc, même si ça, comment dire, il n'est pas fait pour être ouvert comme ça, il va automatiquement l'ouvrir. On va prendre un truc au hasard. Voilà. Bon, tout simplement. Vous pouvez également l'enregistrer en attendant, hein, et le quitter. Donc, comme je vous ai dit, hein, là c'est la version gratuite. Virtuelle, pardon, de Mantrix. Forcément gratuite, mais voilà. Le gestionnaire des applications téléchargées, donc ça on va pas trop en venir dessus pour l'instant vu qu'il n'est pas au point. Donc le gestionnaire des applications téléchargées permettra dans une liste future d'ouvrir ou d'installer ou désinstaller même des applications externes, donc pointant sur un serveur FTP. Les applications qui seront listées là, c'est des applications dites fiables que nous avons autorisé à mettre en ligne, tout simplement. Au niveau de l'interface, j'ai oublié de dire, nous avons plusieurs boutons. Ça, je vais venir par exemple sur le navigateur web. Donc, plusieurs boutons au niveau des interfaces. Ils sont à gauche. La croix pour fermer. Ce bouton-là, c'est pour réduire. Et celui-ci pour agrandir. Quand vous agrandissez, vous avez remarqué que les fenêtres sont prises en tant que fenêtres enfant dans une MDI. C'est comme ça que fonctionne la base de Mantrix. Ce qui permet de faire beaucoup de choses. Également, les fonds, comment dire, les applications au niveau du bureau qui puissent être manœuvrées comme ça, hein, pour vous déplacer. Toujours plus utile. Si l'écran est cassé, ça fait ça sur toutes les MDI, hein, un petit coup d'actualisation, c'est réparé. Nous avons également les messageries rapides. Donc il faut savoir qu'elle n'est pas encore au point.
elle ne fonctionne pas très bien. Donc pour l'instant, pas utile. Au niveau de l'internet, donc Naviga Web 2.0, c'est celui que je vous ai montré, mais vous avez également Mozilla Firefox. Alors, il n'est pas encore installé, on est en train de le redévelopper entre guillemets légalement pour pouvoir voir si on peut l'intégrer à Mantrix. On aura déjà des demandes à faire avant. Il se peut que ça soit pas Mozilla qui vienne s'intégrer si on n'a pas les accords, tout simplement. Développement, Script Creator. Script Creator permet de créer des scripts au démarrage de votre session. Par exemple, si je fais un 6 dBA, ce code-là, si je l'enregistre, je ne vais pas le faire, permet de rebooter en boucle la session. C'est un exemple. En gros, ça sert de test. Mais ce sont des scripts qui peuvent être supprimés après, il n'y a pas de souci. Par exemple, là, on lui dit, je vais mettre 30. Là, par exemple, avec ce script-là, ça vous ouvre, en fait, dès le démarrage, ça vous ouvre l'interface, l'apparence du système, même si vous ne l'avez pas demandé. Ça s'ouvrira. Ça permet également de créer vous-même, par exemple, des petits messages à l'utilisateur, n'importe lequel. Et si vous mettez 6dba msg.box, là vous mettez votre message, vous refermez, point virgule, ce message, qui entre parenthèses, s'affichera à chaque démarrage de session. Donc pour l'instant, Script Creator n'est pas totalement au point non plus, donc il est encore en cours de développement. Donc on va passer par le terminal. Donc le terminal de Mantrix en ligne de commande permet absolument de tout faire ce que vous n'avez pas accès à, en fait. Par exemple, vous voulez le message de bienvenue qui est censé s'afficher à une toute nouvelle session, qui n'est pas terminée bien sûr, il suffit de le taper et ça vous permet de l'afficher, quoi, tout simplement. Par exemple, vous pouvez également vider la mémoire temporaire. Donc là, c'est la fameuse mémoire swap, vu qu'elle n'existe pas entre guillemets, ça fera rien de la vider. Vous pouvez très bien ouvrir donc un domaine. Donc là, le domaine n'existe pas. On le fera tout à l'heure ensemble. Catalogue et système, tout ce qui est certificat. Nous allons voir à présent, avant de continuer au niveau de Mantrix ici, parce que multimédia c'est juste lecteur vidéo et musique qui ne sont pas encore codés, donc de toute façon ça sert à rien. Avant de passer au système et à la configuration d'un compte administrateur, je vais vous montrer Taxbox. Donc en gros, c'est le gestionnaire de tâches. Il est disponible par le raccourci touche Alt plus Supprime. Donc là on va faire l'essai. J'ai mis Taskbox. Bon, attends, dès je vais quitter ça. Tac. Le gestionnaire de tâches permet en temps réel de savoir qu'est-ce qui est ouvert ou pas, tout simplement. Et de voir l'utilisateur connecté. Chaque utilisateur a un ID. Son ID est unique. Et en plus qu'il est unique, il est aléatoire. C'est-à-dire qu'il change à chaque connexion. Par exemple, route, ID 719. Nous sommes connectés depuis le 1er décembre 2013, 21h34 et 29 secondes et 21h51. Voilà. Vous pouvez, en faisant un clic droit dessus, voir l'utilisateur. Donc ça sera la même chose que cliquer là. Pour l'instant, ce n'est pas codé, parce que ça permet également de choisir la petite image lors de l'ouverture en multi-user, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc comme elle n'est pas codée, on ne va pas rester longtemps dessus. Et vous pouvez également forcer la fermeture de session. Si un autre utilisateur, donc pour l'instant, on prend en compte les multisessions, mais pas la prise en main à distance des multisessions. En gros, si quelqu'un se connecte à votre session à distance, il arrivera sur le même écran que vous voyez en ce moment. Ce qui n'est pas génial, mais plus tard, si ça fonctionne, les utilisateurs seront listés là, et si vous êtes un compte administrateur, vous pourrez forcer la fermeture d'une session d'un utilisateur en cours. Processus. Les processus, vous pouvez juste les voir, pour voir lesquels sont lancés. Vous avez perdu une fenêtre et une fenêtre qui a bugué, vous verrez très bien si elle est lancée là. Dans l'avenir, avec un clic droit, vous pourrez les fermer. Par exemple, si j'ouvre le terminal, il est automatiquement détecté. Donc ça veut dire qu'il tourne. Ce que vous voyez là, dans processus, par exemple terminal TMP12, ça correspond au fameux PID IPC que je vous ai montré tout à l'heure lorsque je vous ai montré les sous-dossiers à l'intérieur du gros dossier système de Mantrix. Chaque PID
a une valeur à l'intérieur que le kernel CPC-DOS pourra lire. Si par exemple dans le terminal je tape help, on va dire plutôt quelque chose qui n'est pas codé encore, par exemple shutdown, -t 60, en gros extinction au bout de 60 secondes, quand je vais faire entrer, ça va être inscrit dans le fichier PID, donc dans le sous-dossier IPC qui est caché en ce moment même. Et donc là, cette valeur va être scannée, on va dire par exemple toutes les 300 millisecondes par le kernel CPC-DOS. Il va le reconnaître et il saura que ça voudra dire qu'il faudra éteindre le PC complet, donc ainsi que le kernel et l'OS Matrix, dans 60 secondes, tout simplement. Vous avez également les raccourcis rapides que vous pouvez exécuter uniquement en faisant Alt plus E. Donc l'exécommande permet en fait, en faisant n'importe quelle commande, y compris des commandes administrateurs cachés, on va dire, d'ouvrir n'importe quel truc en fait, tout simplement n'importe quelle application. Maintenant nous passons à système. Donc dans système, vous avez pilote et driver, non disponible pour l'instant parce que c'est du virtuel. Bluetooth, non disponible également, c'est toujours du virtuel, mais simplement le Bluetooth en VB.net, laissez tomber. On le fera quand ça sera du C++. Paramètres système, vous pourrez avoir accès à tous les paramètres classiques, configuration de base. Donc l'écran, VGA, SVGA, processeur, volume, souris, enceinte, lecteur CD, microphone, USB port et mémoire vive, RAM. Et les configurations externes en fonction, en gros, si vous l'utilisez sur un PC portable ou pas, vous pourrez avoir accès à la batterie ou pas, sinon ce sera refusé, tout simplement. Donc pareil, appareil photo numérique qu'on retrouve là, casque audio et scanner. Configuration, administration. Nous avons donc inscrit des services de dénoyautage. Le service de dénoyautage, c'est un service de configuration de l'ordinateur assez spécial. Il permet de tester, donc de configurer les droits des utilisateurs, de lancer une procédure de test 2D et 3D pour écran, registre virtuel du kernel interne, gestionnaire d'IPC, donc ça c'est les fameux processus externes, et gestionnaire EL, d'extension propre à Matrix. Ça signifie simplement que si vous voulez changer une extension comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pourrez passer par le gestionnaire EL. À faire uniquement sous un compte modérateur ou administrateur. Nous pouvons également tester la qualité en fait de test 2D et 3D pour écran. Nous allons faire un test ensemble par exemple pour déterminer si notre ordinateur est rapide ou pas. On va laisser effectuer le test. Vous voyez, ça rame un petit peu. Là, c'est une GIF animée avec effet 3D. Et là, nous avons un retour de... Ah, si, quand même. Donc, le score d'environnement est de 70 sur une échelle de 100 au niveau de l'analyse. Donc, ça veut dire que le PC est quand même un petit peu rapide, mais bon, manque de mémoire. L'ActiveViewer's Box, alors ça permet de créer un domaine qui sera propre à Matrix, reconnu par tout système fonctionnant sous Matrix ERS, donc édition Red Server, qui sont au minimum de la version 1.2.1 389, permettront de voir en fait votre ordinateur sur le réseau. Et si eux ils se configurent en esclave et que vous vous configurez en maître, vous pourrez tout simplement contrôler, comme sous Windows, avec l'Active Directory, vous pourrez contrôler des comptes à distance, gérer les mots de passe des utilisateurs, créer des sessions à distance, etc. Et tout le monde viendra puiser les informations chez vous, en tant que maître. Le domaine est toujours en cours de développement, ça fait déjà plus de 100 heures qu'on est dessus, et on a du mal à avancer, donc c'est sûr qu'en VB.net c'est vraiment pas simple, donc ça avance, tout doucement. Nous ferons un test tout à l'heure au niveau des validations. Contrôle des utilisateurs, très très important, c'est la gestion des utilisateurs. Donc, c'est ce dont je vous parlais, ça permet de créer un utilisateur, son mot de passe, son niveau d'élévation. Vous pouvez aussi le bloquer directement si vous ne voulez pas qu'il accède à son compte pour l'instant.
inscrire des dossiers supplémentaires par rapport à un nom de compte, supprimer, donc juste le compte ou carrément ses dossiers personnels, en plus du compte, changer donc un mot de passe ou débloquer un compte tout simplement. Si un compte est bloqué, par exemple il est en élévation 0 comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il suffirait, si c'était un modérateur, vous le remettez à 2, vous mettez son compte par exemple modérateur, vous faites appliquer, hop, c'est débloqué. Et là nous avons la liste des utilisateurs en cours. Tout simplement. Le script d'initialisation modulable, non disponible encore, c'est ce qui va relier le kernel CPC-DOS à Mantrix. Ça sera un gros script, il est développé en C++. Il permet simplement au kernel CPC-DOS, on va mettre un petit module entre les deux, de reconnaître absolument tout ce que fait l'OS Mantrix en temps réel. Et la mise à jour du système, dont nous n'avons pas vu encore son fonctionnement. Donc là oui c'est normal, il n'y en a pas. Donc nous allons le voir juste après. À présent, cette icône, le Live One, ça vous indique si vous avez un nouveau message personnel. Ça, c'est un principe de message intersession. C'est-à-dire, tout simplement, si vous voulez communiquer avec un autre utilisateur qui a également une session sur le réseau, ou en local aussi, laisser un message pour un utilisateur qui se connecterait 30 minutes après vous et que vous avez envie de laisser un message, il vous suffira de cliquer là. Là, vous avez votre lecture. Vous pouvez répondre ou sauvegarder ou en écrire. Donc pour l'instant, Live One est, on va être honnête, complètement buggé. On n'a pas encore fini de développer, donc la fenêtre n'est pas déplaçable. Bref, ça viendra avec le temps. Nous avons également ici là l'heure. Si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir l'heure en décalé. Donc ça, c'est une petite fonction sympathique. Ça permet d'avoir l'heure en grand. Et ici, nous avons le bouton d'action, d'intercession. Donc, vous pouvez fermer la session route, verrouiller la session ou carrément arrêter l'OS. Nous allons faire une démonstration à présent avec un compte modérateur et un compte utilisateur classique. Avant tout, je vais vous montrer le verrouillage de la session quand même. Fenêtre de verrouillage, vous ne pouvez plus rien faire. CTRL ALT supprime, bloqué, ALT F4, bloqué. Vous n'avez plus qu'à retrouver votre mot de passe pour déverrouiller, tout simplement. Sachez que là, il n'y a pas de protection, par contre. Donc si vous vous trompez de mot de passe plus de 4 fois, votre compte n'est pas bloqué. Nous allons, pour faire le test, créer un utilisateur. Nous allons l'appeler Olivier, par exemple. Et son mot de passe, que je garde pour moi. Nous allons le mettre en modérateur. Nous fermons la session route. Et à présent, nous allons nous connecter avec sa session. Donc il n'a pas d'image personnelle normale qu'elle ne soit pas chargée. Alors, pour un essai, je vais vous montrer. Je vais me faire exprès de me tromper 4 fois de mot de passe. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. À partir de maintenant, même si le mot de passe est correct, votre compte est verrouillé. Pour le déverrouiller, un administrateur doit se connecter. Doit aller dans le gestionnaire des utilisateurs. Se déplace dans débloquer un compte. Marquer Olivier, mettre en 2, il est débloqué. Avant de poursuivre, nous allons créer un nouvel utilisateur. Cet utilisateur, nous allons l'appeler Mathieu par exemple. Un mot de passe tout bête, AZERTY. Nous allons le mettre en utilisateur, non, en modérateur. En modérateur. On ferme notre session. Ah, alors avant toute chose, pour un exemple, par exemple, si je fais supprimer un utilisateur et que je supprime l'utilisateur Sophie, je peux la supprimer. Elle est supprimée. Elle n'existe plus. On peut
peut faire le test. Nom de compte inexistant. C'est le compte que vous aviez vu tout à l'heure. Donc là, nous allons faire le test avec le fameux Mathieu. Azerty. Une nouvelle session s'ouvre de 0. Donc, hop, on n'affiche plus. Alors, ce qui a changé, déjà, comme je vous l'ai dit, chaque session a sa propre configuration. Donc, il n'a pas les mêmes icônes. Ça dépend ce qu'il veut afficher ou pas. Et nous avons également configuration, ce n'est plus admin qui est entre parenthèses, mais modo, pour modérateur. Ici, il y a quelques restrictions. Pour créer un utilisateur, il faut déjà être administrateur. À condition, comment dire, si votre propre niveau d'élévation est inférieur à 3, vous ne pouvez pas créer d'administrateur. Prenons un exemple. Je vais créer un compte qui s'appelle Thomas. Et je veux le mettre en administrateur. Je n'ai pas les droits, car je suis que niveau d'habilitation 2 en tant que modérateur. Par contre, créer un autre modérateur, ça je peux le faire. C'est exactement pareil pour la suppression. Si je veux supprimer Root, qui est l'administrateur par défaut, seuls les administrateurs des niveaux d'élévation 3 peuvent supprimer un utilisateur. Sachant que Root, enfin quel que soit le compte, vous ne pouvez pas vous supprimer vous-même. Tout simplement. Vous pouvez également essayer de tricher en changeant le mot de passe de route. Vous ne pouvez pas non plus changer le mot de passe. Donc voilà, c'était la petite démo. Maintenant, nous allons arrêter le système d'exploitation et nous allons tester une mise à jour du système Mantrix. De retour dans le dossier système et le sous-dossier dev. Je viens de déplacer donc un fichier de mise à jour de la version 1.2.1 465. Parce qu'en réalité on était en 452. Maintenant je suis passé en 465. Donc pour effectuer cette mise à jour, j'ai en fait, entre guillemets, ça fonctionne comme ça, téléchargé deux fichiers sur internet. Donc celui-ci et celui-là. Celui-ci représente toutes les bases de l'OS. Et celui-ci, le fichier de configuration qui indique bien qu'elle est plus élevée que celle en cours. Donc, à partir de là, on redémarre l'OS. On va se connecter en tour, classique. Et là, nous allons faire la mise à jour. Donc, pour la mise à jour, configuration, admin. Puis je clique sur mise à jour du système. Mantrix a détecté que la mise à jour que vous avez téléchargée est prête à être installée. Si je clique sur installer, Mantrix va laisser la place au kernel Mandrive Core en lui-même pour recharger toutes les bases de l'OS, réinstaller le système et redémarrer le tout simplement. Nous allons faire le test ensemble. Un arrêt brusque suivi d'une mise à jour. On fait OK. La mise à jour est en cours. Il ne vaut mieux pas que ça loupe pendant la démonstration. Ah. Non, c'est bon. Nous avons ce message qui confirme la mise à jour a été installée avec succès sur votre système d'exploitation Mantrix. Donc voilà. La mise à jour s'est bien passée. La mise à jour a donc été effectuée. Et à présent, nous allons faire le dernier test, le plus gros test de cette vidéo de démonstration, c'est-à-dire la prise en compte, la modification de la mémoire du swap. Donc comme je vous ai dit, Mantrix dépend de la mémoire de l'ordinateur, mais en mode virtuel, il dépend également de sa mémoire en lui-même, du point net.
4.0. Et donc on va dire, en gros, pour faire le lien, nous allons créer nous-mêmes. Donc on va faire ça à la main tout de suite. J'aurais pu l'arrêter directement. Hop. Nous allons modifier à la main tout de suite. On va rajouter un swap 200 mégas, comme j'avais fait en démonstration au début. Donc c'est parti. Système local. Donc on va se mettre en 32. Qui apporte. Hop, c'est créé. Et on relance l'OS. Là, les calculs vont être faits. Il ajoute la mémoire. Et voilà. Matrix Edition Red Server redémarre avec sa mémoire de 100 mégaoctets validée et sauvée. Donc si jamais, en gros, je dépasse la mémoire autorisée, on débordera sur ce fichier au niveau du stockage. Ce qui signifie que là, Matrix va être beaucoup plus rapide, ne serait-ce qu'au début. Lorsque vous verrez, lorsque vous allez pouvoir faire la démonstration, lorsque Matrix Beta, en tout cas l'avancement en cours, sera sorti, vous pourrez en faire la démonstration également et voir de votre côté si tout se passe bien. Le dernier test avant de se quitter et de terminer cette démonstration de Matrix Edition Red Server et son kernel virtuel, nous allons faire la petite interface comme je vous avais expliqué tout à l'heure, toDesk. Donc je vous avais dit que l'écran tertiaire masquait uniquement les barres non utiles pour gagner de la place. Voici ce que ça fait, tout simplement. Hop, une petite actualisation, et voilà. Vous avez gagné énormément de place au niveau du bureau. Donc il faut savoir également que si vous fermez votre session et que... Oups, je l'ai verrouillé, petite erreur de ma part. Si vous fermez votre session et que vous revenez, tout est rechargé. N'oubliez pas. Cet écran-là, donc l'écran tertiaire, sert vraiment dans le cas où vous avez besoin d'espace. Lancez un gros logiciel avant de l'espace parce que ça vous énerve d'avoir l'iris bar. Comme vous ne pouvez pas la masquer en elle-même ainsi que la light bar, vous pouvez très bien cliquer sur l'écran tertiaire. Notre dernier point que nous allons voir avant de se quitter, c'est l'aperçu d'une session utilisateur classique. Donc nous allons créer un utilisateur, nous l'avons supprimé tout à l'heure, nous allons le refaire. Sophie, avec un mot de passe AZERTY, de level 1. L'utilisateur est créé. On se déconnecte. Qu'est-ce que je fais? Hop, voilà. Autre utilisateur. Sophie. AZERTY, entrée. Voilà. Donc de nouveau, il y a chargé. Donc là, c'est normal qu'il n'y ait rien parce que ça sera des liens vers des sites explicatifs ainsi que des vidéos. Donc c'est normal, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est normal qu'il n'y ait rien. Donc, un seul truc change au niveau de l'apparence de session, c'est que vous n'avez plus accès, en tant qu'utilisateur normal, à la configuration de l'ordinateur. Vous n'avez plus configuration, entre parenthèses, modo ou admin. Ici, en utilisateur, vous êtes restreint. Vous n'avez pas également accès au terminal qui vous permettrait de lancer des choses un petit peu spéciales. Vous avez cependant accès évidemment aux gestions des applications installées, à ce que vous voulez, à l'internet bien entendu. Alors, le test est terminé. Normalement je n'ai plus rien à dire. Donc comme vous avez vu, pas mal d'hésitations, pas mal de problèmes. Tout ça évidemment ça sera résolu après, il faut savoir que c'est qu'une bêta, l'alpha était catastrophique, la bêta est quand même beaucoup mieux par rapport à l'alpha, ça c'est vrai. Le truc que vous ne pouvez pas faire dans Matrix, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est voulu, parce que c'est voulu simplement pour plus de facilité et qu'on reste dans la forme, dans le type MDI qu'on voulait, c'est que les fenêtres ne sont pas, ne sont pas redimensionnables. Vous pouvez vraiment soit la réduire ou l'agrandir sur certaines. Donc, pour que toutes les fenêtres passent telles qu'elles sont au démarrage, je demande, enfin il est requis, franchement, d'avoir une résolution d'écran de minimum 1024 par 768. Donc, maintenant que ce test est terminé, je remercie le forum Villeur Software
qui m'a bien aidé, ainsi que tous ses membres. Donc vous pouvez aller dessus et retrouver Mantrix édition Red Server dans vos créations et plugins. Télécharger Softwarezator. Si vous voulez même créer votre OS vous-même, hein, pourquoi pas vous lancer dedans également. Ça représente énormément de travail, mais avec de la patience, on y arrive. Il faut surtout pas lâcher. Donc il y a également d'autres personnes qui font des OS virtuels que vous pouvez voir en ce moment même. Funload One Piece Due, donc qui lui est en train de faire un OS qui s'appelle Droid, vous pouvez également le voir. Galaxy Software également, que vous avez déjà dû entendre parler peut-être. Et en tant que membre, je tiens personnellement à remercier les membres qui s'affichent, évidemment, qui m'a bien aidé au niveau déjà des conseils. Voilà. Donc j'espère que cette petite démonstration vous a plu. Bon, j'espère que ça vous donnera envie de continuer. Donc je vous rassure, hein, vu comment vous voyez l'OS là, il y a environ 40 à 50% de l'OS qui est fini. Les 50% qui restent, c'est justement le plus compliqué, c'est-à-dire développer toutes les applications, l'applicatif en gros, quoi, les interactions, la façon dont l'ordinateur communique avec vous et dont vous communiquez avec lui, toutes les interfaces à finaliser. Donc on en a encore pour, c'est envisagé, jusqu'à 4000 heures de développement minimum en VB.net. J'ai pas parlé du C++ natif qu'on a commencé. On approche déjà des 50 heures, on n'a même pas fait peut-être 2%, 1 à 2% de l'OS comme vous le voyez actuellement. Ça représente un boulot de malade. Donc tout simplement vous pouvez très bien retrouver euh, tout ça donc sur le site www.algostep, donc ALGOSTEP, le tiré du 6, MANTRIX, donc mantrix.fr. Vous pouvez retrouver l'OS à partir du 25 décembre dessus, ainsi que tous les autres tests. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé ce test, merci d'avoir été avec moi. Si vous voulez une version de démonstration, ça sera possible via le site et via le forum. Et bien sûr, si vous voulez proposer votre aide ou si vous voulez avoir des conseils aussi pour créer votre propre OS, hein, tout ce qui est kernel et tout, j'ai reçu une formation dessus, donc je suis disponible sur le forum. Donc voilà. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos un petit peu plus motivantes et un petit peu plus qui bougent plus, on va dire. Allez, je vous remercie à tous et à bientôt.